Merci, Président. Et avant tout, je remercie le CEOM pour l'invitation et pour avoir me donné la possibilité de participer à un colloque ainsi importante. Alors, mes brèves réflexions regardera un aspect particulier qui se colloque à l'intérieur d'un axe qui est suggéré par les organisateurs de ce colloque, c'est-à-dire comment le non-musulman, je traduis comment le juge non-musulman regarde pas seulement la jurisprudence, mais en général le droit islamique. Pour chercher de donner une réponse à cette question, j'utiliserai trois mots-clés. Le premier mot, c'est le mot territorialité. Le second mot, c'est connaissance. Et le troisième mot, c'est traduction. Territorialité. Ça va sans dire que le droit est toujours expression d'un territoire. En particulier, on peut interpréter ce mot soit comme réalité matérielle, c'est-à-dire l'espace politique et géographique où le droit est bien appliqué, soit comme dimension idéale d'un système, c'est-à-dire l'ensemble de valeurs et de principes moraux, éthiques, politiques et religieuses qui définissent un système institutionnel. Donc, tout ce qui s'y trouve au dehors de ce territoire constitue potentiellement un problème en raison de la possible incompatibilité entre la loi nationale et la loi étrangère. Le législateur, mais plus encore les juges des États européens, devient ainsi les arbitres de la circulation de modèles normatifs. Avec les normes de droit international privé, c'est une réflexion qui a été faite ce matin du professeur Christians, par les législateurs nationaux, ou à travers le recours aux stratégies défensives, aux processuels fondées sur la notion de culture, les juges peuvent régler l'ouverture ou la fermeture du système de droit intérieur vers les normes étrangères. Le droit international privé, ainsi que les motivations culturelles en droit pénal, fonctionnent comme une membrane plus ou moins flexible qui permet une gradualité dans l'ouverture vers le droit étranger, sûr que dans tout le système juridique ne serait jamais possible un complet reculement du droit interne en faveur de normes étrangères. Par conséquent, l'examen de modalités d'utilisation du droit international privé ou de modèles de délits culturellement motivés deviennent une des paramètres pour vérifier le degré de connaissance de droit musulman ou de droit islamique de côté des juges étatiques, mais surtout le laboratoire où expérimenter leur attitude vers le droit islamique et leur disponibilité à s'ouvrir à cet droit particulier. À ces propos, on peut constater comme l'orientation de la jurisprudence à ces regards, beaucoup de fois a été contradictoire. Les lois de conflit, le principe de l'ordre public, les normes d'application nécessaires ou encore l'argumentation culturelle comme cause de justification en matière pénale, dans plusieurs cas ont été utilisées dans les différents degrés d'un même procès, en façon très différente. D'autre part, à ces regards, il ne faut pas oublier que le rapport entre les juges européens et le droit islamique dépend aussi des éléments externes, comme par exemple le modèle de rapport entre l'État et l'autorité représentative de la communauté musulmane, ou encore dans quelle façon le droit canonique musulman a été développé par la même autorité religieuse. On peut en effet constater une position plus favorable au droit d'inspiration islamique
là où l'État a eu l'opportunité de sigler des accords bilatéraux avec les autorités séculaires, comme se vérifiait par exemple en Espagne avec l'accord de coopération de 1992 entre l'État espagnol et la Commission islamique d'Espagne, devenue exécutive avec la loi numéro 26 de 1992. Encore, c'est probable qu'il y aura une meilleure prédisposition de juges européennes vers le droit islamique en présence d'une profonde évolution interprétative de ce droit à l'intérieur de la Oumma locale, surtout sous le point de vue de la définition de rapport entre l'islam et les territoires européens. Je pense à la réflexion autour qui est dépassée de la catégorie classique de Dar al-Harb en avantage du concept de Dar al-Had ou en alternative de Dar al-Sol, c'est-à-dire une définition de l'Europe comme terre de conciliation et des accords, comme lieu qui permettent aux musulmans de vivre et de pratiquer leur culte, et pas comme seule terre de combat. Tout ça ne signifie toutefois absence complète des orientements jurisprudentiels en rapport à l'application de droit islamique. On peut dire à cet regard que les juges étatiques en Europe ont hésité comme une pendule entre une position d'ouverture caractérisée par une force de sincère compréhension et de sérieuse traduction du droit islamique et une attitude de fermeture plus ou moins convaincue vers chaque expression de droit islamique. Le respect rigoureux de la prééminence de la lex causa, dans ce cas la loi islamique, sur la lex fori, et l'utilisation d'une interprétation plus inclusive de la notion d'ordre public, aussi qu'une application plus modérée de loi d'application nécessaire, ont permis au juge national de consentir plusieurs fois l'entrée des instituts de droit d'inspiration islamique dans le système juridique étatique. Une opération herméneutique certainement plus facile, là où les interprètes de droit musulman ont épuisé en totalité ou partiellement le même but élaboré par la législation européenne. Dans cette perspective, on peut comprendre les catégories de droit public atténué ou de ordre public de développement, expression tous les deux d'une notion d'ordre public international plus accueillant, plus flexible, disponible à ne pas s'opposer à l'accueil, par exemple, de certaines formes de vie familiale ou de certaines conceptions de filiation qui diffèrent nettement de celles retenues par le droit international. Une perspective plus douce de droit, moins lourde sous le point de vue de valeur. Le système de droit international privé devient alors pas seulement le moyen technique de coordination entre le système juridique, mais surtout un instrument de politique sociale et d'intégration, comme démontre l'arrêt du Conseil d'État italien du 7 juin 1988, où, dans ce cas, en fait, le juge administratif a reconnu que le mariage célébré avec le rite islamique n'est pas contraire à l'ordre public national et pourtant est valide pour le système juridique italien. En même façon, la Cour de cassation italienne, dans une arrêt de 1989, a donné efficace, mais seulement rapport aux aspects de droit successoral, à un mariage polygamique entre un citoyen italien converti à l'islam et une femme de nationalité somalie. Plus soupçonneusement, c'est au contraire la technique de double niveau utilisée par plusieurs juges pour se rapporter au droit musulman, au but de réduire le fait de la normativité d'inspiration musulmane sur le système normatif national. Un bout qu'on peut rejoindre en donnant une interprétation de l'Institut de droit interne avec les catégories et le langage des droits étrangers. Dans ce cas,
le droit, dans ce cas, le droit islamique perçu et interprété comme seul fait. Le juge allemand a ainsi reconnu, avec cette méthode interprétative, l'institut du mahar comme seul pacte d'entretien avec le divorce, en manière de créer la condition pour l'application du paragraphe 158, lettre C du Code civil allemand dans l'intérêt de la femme. Bien différents sont les cas où le juge interprète les normes de conflit en façon exclusive, c'est-à-dire prévalence de la lex nationale sur la loi étrangère, adoption du critère de domicile prédominant, utilisation du principe d'ordre public comme outil de sûreté et de défense d'un particulier ordre culturel et de valeurs. Ici, on trouve un esprit de combat inspiré à une logique défensive où la valeur identitaire nationale devient le critère dominant de jugement. Dans ce cas, est naturel et facile de justifier la fermeture de l'apport d'interprétation et de reconnaissance de chaque normative étrangère. C'est un phénomène qui entraîne aussi les normes présentes dans les accords bilatéraux. Par exemple, l'accord entre la France et le Maroc de 1981, où on observe les juges français, en effet, de plus en plus ont fait valoir l'exception d'ordre public en refusant d'homologuer la dissolution d'un lien conjugal effectué au Maroc, selon les formes requises par la loi française. Second mot-clé, connaissance. Pour juger, il faut connaître le droit. C'est banal, mais c'est le point de départ plus évident pour réfléchir sur les prémices juridiques et culturelles de raisonnement de juges étatiques à propos du droit islamique. En particulier, 3 sont les points critiques à ce regard qu'il faut éclaircir. Premier point, quand les juges nationaux ou les juges internationaux parlent de droit islamique, on parle de quoi? Il y a ou non une objective difficulté de compréhension du droit islamique et en général de l'islam par les juges étatiques? Troisième question, existe ou non un parcours de formation institutionnelle pour les juges et les avocats pour le droit islamique? À propos de la nature de ces droits, il faut faire avant tout clarté sur un point. Tous les systèmes juridiques européens connaissent différemment le principe de séparation entre le pouvoir religieux et le pouvoir temporel. Ça veut dire que le juge étatique, aussi quand on leur reconnaît une compétence juridictionnelle dans certaines matières de nature confessionnelle, doivent toujours appliquer le droit de l'État, comme explique très clairement la Cour de cassation italienne dans une arrêt de 1993 en matière de mariage canonique. Alors, est-ce qu'on peut affirmer que... on peut affirmer que le problème d'application de droit islamique par le juge étatique, c'est un faux problème, puisque le juge étatique, on ne peut pas appliquer un droit religieux. Cette affirmation est fausse, parce qu'elle ne prend pas en considération la distinction entre la charia et le fiqh, qui sont les seules vraies sources juridiques qualifiables comme religieuses, et le droit musulman étatique, c'est-à-dire la différence entre la charia et le canon. Qu'est-ce que veut dire ça sur le point de vue juridique? Signifie une chose très simple, c'est-à-dire ce que nous appelons ce que nous appelons droit islamique, en effet, c'est plus simplement un droit étatique, plus ou moins à côté du droit canonique musulman. Donc, c'est faux exalter le fantasme de l'islamisation de l'Europe ou la débâcle de la laïcité menacée par l'offensive religieuse de l'islam.
dans le système de circulation de modèles normatifs, ce qui est muni de la plaque islam, c'est simplement un droit étatique. Donc, veut dire que l'application du droit musulman en général, c'est un problème de coordination entre normatifs étatiques, pas un problème de religion. Oublier ces aspects veut dire pas connaître parfaitement l'évolution de la nature du droit musulman contemporain. Jusqu'à l'époque de Tanzimat, mais plus encore avec la réforme du Code civil en Égypte, en Tunisie, en Algérie et en Maroc, dans le système juridique musulman s'est développé un irréversible reculement de normes religieuses à faveur de normes étatiques. Un procès de subordination croissant de la première respecte à la seconde, et dans le même temps, une influence montante de modèles juridiques européens à travers le state of law anglo-indien en Masrek et l'expérience juridique française en Maghreb, en Liban et en Syrie en particulier. Ça va sans dire que tout ça ne résoudra pas le problème de l'application du droit islamique par les juges étatiques. La complexité du système de sources juridiques dans les États musulmans rend en effet difficile pour les juges européens l'application du droit islamique. Et pourtant, le respect de l'obligation prévue, par exemple par la Cour de cassation italienne, dans une arrêt de 2002, en force duquel le droit étranger doit être interprété et appliqué de la même manière du juge du pays étranger. Toutefois, la faible connaissance de droit musulman entre les magistrats rend tout ça très difficile à respecter, malgré que la violation ou la fausse application de droit étranger expose les juges à une responsabilité actionnable avant la justice. C'est vrai à cet égard que l'article 14 de la loi de droit international privé italienne prévoit que les juges italiens puissent utiliser leur science ou utiliser différents instruments d'évaluation, tels que les attestations consulaires concernant les lois et les coutumes en vigueur dans le pays de résidence du consul, et autres instruments prévus par les conventions internationales. Il est aussi vrai que le législateur italien a reconnu aux juges le droit de poser des questions relatives au droit islamique à travers l'intermédiaire du ministre de la Justice, ou encore de consulter des experts ou des institutions spécialisées, ou, dans les cas où il est impossible de vérifier le contenu de la loi étrangère, d'appliquer une autre loi étrangère indiquée par le facteur de rattachement qui contiennent une normative semblable. Solution sans doute raisonnable, mais pas satisfaisante, parce qu'elle ne prévoit pas une formation générale et constante de juges en matière de droit comparé en rapport aux pays de culture juridique pas occidentale. À l'exception de l'initiative isolée de certains tribunaux, surtout de mineurs, qui ont organisé il y a quelques années de brefs cours de formation pour les magistrats en droit islamique, l'École supérieure de magistrature italienne, c'est-à-dire la haute école de formation des juges, dans le programme de cours 2014-2015 ne prévoit rien à cet regard. C'est-à-dire qu'il ne regarde rien au dehors de l'espace juridique européen et occidental. Le péril, dans ce cas, pas seulement pour les juges nationaux, mais aussi pour celles internationaux, c'est une connaissance superficielle et statique de droit islamique, comme démontrent les distorsions interprétatives de la Cour de Strasbourg dans l'arrêt Refa Partisi contre Grèce de 2001. Dans ce cas, est très évident la méconnaissance des juges européens de Strasbourg du débat à l'intérieur du droit canonique islamique, témoigné par l'acceptation d'une image de ce droit immobile et antithétique au droit occidental. Dernier mot, c'est le mot traduction.
Le dernier mot-clé regarde enfin les forces de traduction que les juges européens plusieurs fois doivent faire pour appliquer la loi étrangère, en particulier le droit islamique. Il faut être perçu en effet qu'en traduisant un terme dans certaines manières, plutôt qu'un autre, ceci peut avoir de importantes implications pratiques sur la décision du juge. Un cas paradigmatique de cette difficulté est la décision prononcée dans le 2011 en Italie par le tribunal de Haute à propos de la reconnaissance d'un jugement de divorce pour Sikak, ainsi que régulé par le Code de famille du Maroc de 2004. Sans descendre dans les particuliers techniques sur le point de vue juridique, bien que dans la doctrine marocaine cet institut n'est pas unanimement partagé, on peut toutefois affirmer que la procédure pour Sikak est le seul moyen de dissolution de mariage parfaitement égalitaire, puisque pas seulement les femmes, mais aussi l'homme, sont en droit de les demander en condition d'égalité. Ceci est particulièrement important pour le gouvernement marocain qui se préoccupe de faciliter la résolution des problèmes de ses ressortissants résidant à l'étranger. La procédure de Sikak, en effet, pose le droit marocain en matière de divorce dans une position parfaitement compatible avec la normative européenne en matière. Donc, parce que le juge italien a établi que cette forme de divorce était incompatible avec l'ordre public italien, la réponse est simple. Le paradoxal arrêt repose sur une faute de traduction de l'arabe en français. Le traducteur, en fait, a traduit la distinction entre talak et tatlik en manière pas claire, définissant comme divorce sous contrôle judiciaire le mot talak et divorce judiciaire l'expression tatlik, en refusant d'utiliser le concept de répudiation pour le premier cas et de divorce pour l'autre hypothèse. L'équivoque a pourtant conduit le juge italien à des conclusions qui trahissent l'institut de divorce pour Sikak. En fait, dès que le talak a été traduit comme divorce et pas comme répudiation, dont néanmoins a conservé le caractère de la révocabilité, le résultat final a été une étrange et bizarre forme de divorce révocable, mais si le divorce est révocable, alors manque le profil de désintégration irrémédiable de la communion familiale, qui suit la dissolution des liens conjugaux, et que la Cour de cassation italienne considère comme principe essentiel en matière de divorce. Donc, le jugement prononcé à Maroc doit être considéré comme contraire à l'ordre public, et son effet ne peut pas être reconnu dans le système juridique italien. Ça va sans dire qu'au fondement de cet arrêt, il y a une faible connaissance du droit du Maroc, qui a produit en conséquence une mauvaise traduction en français et donc une désorientation du juge italien. Mais ce qui est intéressant à souligner dans ce cas, c'est surtout l'acceptation par le juge italien de la forme absurde, sur le point de vue de la logique juridique, d'une forme de divorce révocable. L'impression, donc, est que le juge n'a pas donné de poids à cette extravagance, acceptant la nature exotique et pourtant irrationnelle de la loi étrangère, mais on sait que l'irrationalité est pour le juriste un caractère très négatif. Donc le refus de donner une interprétation rationnelle veut dire peut-être qu'au fond du raisonnement du juge italien, il y a eu un préjugé négatif contre le système normatif marocain. Je vais à conclure. Cet exemple démontre donc que traduire est une opération difficile et payante, mais essentielle. Seule grâce à la traduction, pas seulement juridique, sera possible de réduire progressivement l'écart entre nous et les autres, afin que les autres soient de moins en moins autres,
devenant toujours plus nous. La question initiale reste donc ouverte. L'image de l'islam projetée par les arêtes de juges européennes, c'est ou non une image déformée de l'islam? Sûrement, il y a eu et il y a encore une importante force de compréhension des droits musulmans par les magistrats des États européens. Toutefois, cette force est encore trop désorganique et l'approche est encore trop d'amateur. Il faudrait au contraire un change de pas vers une vision interculturelle de droit. En fait, plus la distance culturelle est grande, plus à remplir ça sera généralement l'ignorance, dont cette distance est à la fois le symptôme et la cause. Pour traduire correctement, pour donner des images pas faux de ce qui est différent, il faut, en autre terme, nécessairement traverser le bassin de l'ignorance qui sépare les uns dans les autres et leur univers culturel. Parce que la traduction, la reconnaissance, la correcte critique et la sélection des instituts juridiques qu'il faut appliquer exigent une force de compréhension et sans doute cette force est toujours un acte vrai de justice. Merci.